Merci de nous rejoindre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une ce soir, des officiers militaires, des FARDC accusés dans le meurtre des 2 sujets chinois à Bunia en mars dernier. Après l'attaque d'un convoi, 4 lingots d'or avaient disparu après une opération criminelle. Des indices accablent 2 servomoteurs jugés devant la cour militaire. Entre 2020 et 2022, les femmes mariées à Kinshasa et au Congo central ont moins recouru aux contraceptifs, contrairement à la période de 2018-2020. La courbe des progressions l'indique dans les résultats publiés aujourd'hui par les enquêteurs du projet PMA. Et puis ce dernier voyage de Kwedi Maïputu, sa mort sauf ses collègues. La ministre de la Culture fait un plaidoyer pour l'octroi d'un statut spécial à la troupe théâtrale Salongo. Le président de la République a honoré la mémoire de celui qui portait le nom de Diallo sur scène. La mise en terre est intervenue aujourd'hui. Et puis l'invité de ce journal, le bâtonnier Mbaki Silouzakou Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes bâtonnier au barreau de Kinshasa-Gombe. Avec vous, nous allons revenir sur les 10 ans de l'OADA. Depuis que la RDC a accédé à ce cercle, demain s'ouvre à Kinshasa un atelier. Nous allons faire un point un peu plus tard. C'est tout pour le sommet. Madame, Monsieur, merci et bienvenue à cette édition d'information. Pourquoi CAA et Congo Airways annulent-ils des vols? Il faut trouver ailleurs les raisons, selon le gouvernement. Le ministre des Hydrocarbures affirme qu'il n'y a pas pénurie de kérosène pour Didier Boudimbo. La situation a été résolue depuis le 4 septembre dernier. Il a tenu un point de presse ce soir. C'est une dépêche de Pascal Sévérine Katanda. Le grand, c'est comme ça que le monde des artistes a baptisé Kwedi Maïputu. Les derniers hommages lui ont été rendus aujourd'hui à la RTNC. Sa mort ouvre le débat sur le statut à accorder aux sociétaires du groupe Salongo de la RTNC. La mémoire de ce talentueux artiste a été honorée par le chef de l'État, Guilain Kabalondi. Reportage. Les gens qui ne font absolument rien, tu le prends ici, il n'accepte pas que l'enfant reste ici. Et l'enfant aussi, il est effacé parce qu'il ne supporte pas... Il a égayé toute une génération dans les années 80 et 90 avec des pièces théâtrales restées dans la mémoire de nombreux Congolais. Plus de 50 ans de carrière professionnelle, c'est depuis le 30 août dernier que l'artiste comédien Daniel Claude Kwedi Maïputu est passé de vie à trépas. Inerte dans ses cercueils, le comédien a fait pour la toute dernière fois son entrée dans l'esplanade du studio Maman Nguebi de l'RTNC, institution dont il était un des agents. Proche de ses compatriotes et affecté par la disparition de ces géants de la scène théâtrale congolaise, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu assister à ses obsèques sur le site de la RTNC. Le chef de l'État s'est dirigé vers l'estrade où se trouvait la dépouille mortelle pour se recueillir et déposer sa couronne de fleurs. Il a par la suite adressé quelques mots de réconfort à la famille éplorée. Des témoignages, il y en a eu, des officiels, des Congolais, du défunt et de la famille. Pour la ministre de la Culture et des Arts, le célèbre groupe théâtral Salongo dans lequel Kwedi a presté pendant une trentaine d'années doit bénéficier de la part des autorités d'un statut spécial. Le groupe Salongo doit bénéficier d'un statut particulier pour que le style congolais puisse se pérenniser. Dans cette perspective, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine va renforcer la réédition des grands classiques dans lesquels Kwedi Maïputu a été un acteur sans pareil. Le comédien et agent à l'RTNC a également reçu des hommages du ministre de la Communication et Médias qui a salué la mémoire de l'homme et de son talent. Ses collègues du monde de théâtre, tout de blanc vêtus, inconsolables, n'ont pas tari d'éloges pour le génie. Un culturel, un artiste dramatique, acteur de cinéma, scénariste, humoriste, metteur en scène et producteur culturel, il l'a été. Grand, il a été, il est et il le restera. La séance des absoutes, ces rites et prières de la liturgie est intervenue avant le départ pour l'inhumation au cimetière Nécropole entre ciel et terre.
Né en 1946, Maïmpoutou Kwedi Daniel Claude était marié, père de 6 enfants. Il a fait une formation de droit des sociétés commerciales. Dans la foulée et avant de quitter ce site, le président de la République s'est arrêté un instant pour écouter les revendications socio-professionnelles des agents et cadres de la RTNC exprimées séance tenante. Il a réceptionné un mémo reprenant leurs desiderata. Justement, quelques agents ont déjoué la sécurité et ont attiré l'attention du président de la République. Des mots lui ont été chuchotés à l'oreille sur les conditions de travail, le traitement de ceux qui donnent de leur vie pour la marche du média public. Eddie Tchala, reportage. L'on pleurait Kwedi Maïmpoutou, décédé des suites d'une crise dans un environnement avec autant de facteurs favorisants. La mort est toujours inéluctable. On les pleure en nous pleurant nous-mêmes. Une fin de carrière sans sécurité sociale est un monstre qui hante tout le monde par ici. Mais Kwedi Maïmpoutou doit reposer en paix. Il a fallu qu'il meure pour que sa renommée appelle le président de la République à la RTNC, où il a passé plus de 40 ans de carrière dans les dénuements qui ne ressemblent pas à son nom. Une occasion pour que les chefs de l'État entendent de vive voix les cris de détresse des agents et cadres de la RTNC. La plus grande d'entre nous, Grace Maosso, a traversé une forêt d'agents de sécurité pour affronter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, déjà debout. Les revendications des agents sont connues de toutes les autorités en charge de donner une solution durable. Pour elles, le son résonne de l'autre côté de la montagne. Personne n'avait imaginé, même dans ses songes les plus insoupçonnés, un face-à-face président Félix Tshisekedi, agent de la RTNC. C'est fait, le mémo lui a été remis. Les vérités ont été dites, les incompétences et les détournements dénoncés. S'il est des gens qui ont mal pris cet acte, qu'ils maudissent le destin. Pour la RTNC, l'avenir peut être envisagé à présent en toute sérénité. Le président de la République a tout entendu. Autre chose, William Ruto vit ses premières heures dans la peau de chef d'État du Kenya. Devant près de 60 000 âmes, le nouvel homme fort a prêté serment hier dans un stade. Retour sur la cérémonie avec Patrick Michel Moukoui. Le Kasarani Stadium de Nairobi était déjà noir de monde aux premières heures de la matinée de mardi. Le peuple kényan a répondu présent à ces grands rendez-vous qui consolident un peu plus encore sa démocratie. Ovationnés à tour de rôle par la foule, les invités de marque annoncés sont eux aussi de la partie. Samia Suluhu de la Tanzanie, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville ou encore Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, c'est une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains qui ont investi la tribune. Les juges de la plus haute cour kenyane installés à leur tour, le quorum est atteint et c'est à cet instant que tout le stade va se lever pour accueillir le nouveau premier citoyen du pays, William Samoei Ruto, accompagné de son épouse, la désormais première dame du Kenya, Rachel Ruto. Derrière lui, Uhuru Kenyatta, le président sortant, rejoint lui aussi le stade. Il passe les troupes d'honneur en revue avant de rejoindre la tribune pour retrouver ses homologues de parcours. Vint alors le moment M. Main gauche sur la Constitution, William Samoei Ruto répète le serment après la juge présidente. I, William Samoei Ruto, without fear, favor, affection, or ill will, so help me God. So help me God. Tumpongeze tena kwa makofi. Même exercice pour le nouveau vice-président Rigathi Gachagua. Principe constitutionnel oblige, Uhuru Kenyatta a officiellement remis les attributs du pouvoir à son successeur qui porte désormais les charges qui étaient siennes. Les premiers mots du nouveau président sont ceux d'un rassembleur qui, dans la foulée,
va annoncer une série de réformes dans différents domaines. La démocratie kenyane a visiblement atteint une certaine maturité qui oriente les actions de ses dirigeants. Des vertus qui inspirent les jeunes démocraties comme celle de la République démocratique du Congo, qui tous les jours ou presque conjugue des efforts pour protéger les acquis de sa toute première alternance pacifique. Le 5e président du Kenya après l'indépendance a quitté le stade en fin d'après-midi, direction le State House, pour une brève cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur, Uhuru Kenyatta. Revenons au pays. Un financement pour le nouveau cycle de coopération entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. L'enveloppe est évaluée à $1 milliard américains, des chiffres révélés au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis. Sylvie Moembo, reportage. 15 septembre 2022, les élus du peuple vont, 3 mois après les vacances parlementaires, retrouver le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple pour une session essentiellement budgétaire. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, échange avec les partenaires de la République démocratique du Congo sur les efforts engagés dans l'amélioration du budget de l'État. Ce mercredi 14 septembre, il a reçu Madame Stéphanie Millet, la nouvelle chargée d'affaires de l'ambassade des USA en RDC, qui était accompagnée de John Dugo, directeur de l'Agence américaine pour le développement international. Nous sommes ici, je suis avec mon collègue, M. John Dunlop. Il est le nouveau DG de USAID. Nous sommes ici pour parler avec le président de l'Assemblée sur le programme très grand que nous avons ici, de proche de $1 milliard chaque année que le peuple des États-Unis a envoyé à le peuple de ce pays. Outre les questions de développement, le speaker de la Chambre basse du Parlement et son hôte ont fait le tour de certaines lois qui sont en débat au Sénat et à l'Assemblée nationale, ainsi que les questions brûlantes de sécurité à l'est du pays qui constituent un souci partagé par le gouvernement américain. Avant de quitter Mbujima au Kassai-Oriental, le Premier ministre est passé visiter les installations de la MIBA. Il a eu un contact avec le personnel et s'est fait une idée du réel besoin de la relance. La relance des activités de la minière de Bakwanga dans la ville de Mbujimaï est une question des jours ou des mois. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo croit fermement à cette volonté du gouvernement. Les déplacements du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour le Kassai-Oriental a mis entre autres pour cette raison. Ces poumons économiques méritent mieux pour les chefs du gouvernement qui a fondé son espoir sur la matérialisation de ces projets capital du président de la République dès son arrivée au chef-lieu du Kassai-Oriental. L'idée passait déjà dans les bouches de la population, enfants, jeunes et vieux. C'est là, dans le cadre de la création d'emplois pour les jeunes et le développement socio-économique de la province, voire du pays. C'est ainsi que le Premier ministre ne pouvait regagner la capitale sans visiter les installations de ces géants miniers des diamants industriels afin de s'imprégner de son état actuel. C'était sous la conduite de Paulin Lukusa qui en assure l'administration et les explications du directeur technique. C'est une aubaine pour nous parce que le chef de l'État, quand il est passé et dans sa vision, c'est de relancer la MIBA. Et la MIBA, comme vous le savez, c'est le poumon économique, le géant de la province, du Grand Kassai, et qui a beaucoup contribué dans le passé à l'effort de guerre. Nous attendons que le Premier ministre puisse concrétiser cette volonté, cette vision du chef de l'État. À en croire ces derniers, la MIBA accuse une vestusté des outils du travail très avancés, chose qui influe sur la production. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui est parmi les personnes ressources du secteur minier du pays, a poursuivi sa visite d'inspection dans toute la chaîne de production du diamant, tournant actuellement au ralenti. Mais toutefois, la joie d'espoir était visible sur les visages des travailleurs. Recrutement des candidats inspecteurs, contrôleurs du travail et agents de l'administration de l'inspection générale du travail. Le gouvernement Sama a besoin des effectifs pour couvrir l'ensemble du territoire national avec des agents de bonne moralité. Un atelier a été ouvert aujourd'hui par le Premier ministre. Pati Tondongo Kizunda, Julien Piana, reportage.
de la République est résolument engagée sur la voie de la réforme et de la redynamisation de l'inspection générale du travail qui fait face à plusieurs difficultés depuis sa création. C'est dans cette optique et conformément à la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à l'amélioration des conditions de travail en République démocratique du Congo que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a procédé ce mercredi 14 septembre 2022 à l'hôtel Rotana de Kinshasa au lancement officiel de l'atelier du processus de recrutement des candidats inspecteurs et contrôleurs du travail et des agents de l'administration de l'inspection générale du travail. Dans leurs modes de circonstances respectifs, les deux membres du gouvernement qui pilotent ce processus de recrutement, à l'occurrence Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, et Claudine Doucy-Kembe, ministre du Travail, ont souligné l'importance de l'inspection générale du travail dans le monde du travail en République démocratique du Congo. Car, ont-ils déclaré, il est important pour l'État de valoriser le travail et de les protéger. D'où la nécessité de renforcer des services en lui dotant d'un personnel de qualité et de bonne moralité avec un effectif à même de couvrir l'ensemble du territoire national. Lançant officiellement ce processus au nom du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a témoigné l'importance qu'il accorde personnellement à la réforme de l'inspection générale du travail. Raison pour laquelle il a tenu à présider cette cérémonie. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a par ailleurs réitéré l'engagement de son gouvernement à tout mettre en œuvre pour offrir aux travailleurs les conditions d'un travail décent. Dans le même contexte, j'invite la commission interministérielle assignée à cette tâche à plus d'objectivité et d'assiduité. Je m'en serais sincèrement voulu si je n'avais pas pu être présent avec vous ce jour. Tous nos employés de l'administration publique, la fonction publique, de montrer que nous sommes véritablement à leur côté. Au total, 2000 recrues sont attendues à l'issue de ces processus pilotés par le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale et le ministère de la Fonction publique sous la coordination du Premier ministre et chef du gouvernement. À terme, ces processus devraient permettre de redynamiser l'inspection générale du travail en augmentant les effectifs des inspecteurs et contrôleurs du travail dont le nombre actuel est très faible. Justice, procès des présumés auteurs du meurtre des deux Chinois en Ituri. Des auditions ont permis des aveux de certains témoins. Le ministère public charge des officiers des FARDC qui seraient impliqués dans une opération militaire qui a attaqué un convoi. Le récit de l'audience avec Junior Selemani. De longues heures d'interrogation et d'audition de témoins pour que le colonel Mukalenga, désormais prévenu, confirme son voyage pour Butembo le 23 mars, et cela juste après le meurtre de deux ressortissants chinois. Le 17 mars 2022 est rentré clandestinement à Bunia, 4 jours après. Le 24 mars 2022. Des indices qui confirment son implication dans cette opération criminelle, estime le ministère public. Selon le colonel magistrat Kumbunguma, ces déplacements étaient pour fuir avec les 4 lingots d'or emportés pendant l'attaque de convoi de Chinois vers Ndorembi. Et nous nous disons, le prévenu Mukele, bien que nous ne sommes pas pour ce cas, il n'est pas dans le premier conflit. Il a eu opéré plusieurs fois. Lui et le colonel Soumaïli, en état d'arrestation, sont les cerveaux moteurs de ces braquages, a dit le ministère public. Et la vérité est éclatée aujourd'hui. Nous nous imprimons. Cependant, le lieutenant Pungwe, un autre cerveau moteur cité dans ce dossier, est porté disparu. Il a été libéré après avoir versé une caution de 400 000 francs congolais exigée par la police d'investigation criminelle. Comportement condamné par la cour militaire de l'Ituri. L'auditorat supérieur militaire devra se saisir du dossier, a insisté le premier président de la cour militaire, le colonel magistrat Dienga Akelele Kelly, qui conduit l'instruction. Autre nom
est celui d'un certain Bernard, l'un des criminels enfouis jadis protégés par les prévenus. Mais avec la technicité de la cour militaire, le prévenu Joël, un taximan de Bunia, a finalement craché la vérité, disant qui c'est le petit frère du colonel Mukalenga, élément qui charge davantage cet officier supérieur. Ces dossiers risquent d'éclabousser bon nombre de gens, voire de hautes personnalités militaires. Pour l'instant, 2 colonels FARDC, 7 soldats de rang et un civil sont à la barre. Question de décourager la pratique d'antivaleurs au sein de l'armée. L'audience se poursuit le 16 septembre à la tribune officielle de Bunia. La CENI et les Nations Unies ensemble pour une communication publique. Il est question de préparer le terrain à l'acceptation des résultats des élections. Denis Kadima et Bintou Keïta ont posé les bases de cette synergie au cours d'une séance de travail. Teti Samba, Jereste Fungi. C'était une occasion d'échanges riches avec le président Denis Kadima Kazadi qui a manifesté une réaction extrêmement positive, montrant une volonté déterminée de faire en sorte que les élections se passe de façon apaisée, inclusive, transparente, crédible, dont les résultats seront acceptés par tous. Déclaration de Bintou Keïta, chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, à l'issue d'une audience lui accordée par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ce mercredi 14 septembre 2022. Aux côtés du président de la CENI se trouvaient Bienvenu Ilanga Lembo et Didi Manara Linga, respectivement premier vice et deuxième vice-président de la centrale électorale. Extrêmement positive, ça a été un échange riche dans les domaines de l'analyse de la situation qui prévaut actuellement, mais aussi d'une volonté déterminée de faire en sorte que les élections se passent de façon apaisée, inclusive, transparente, crédible et avec des résultats qui seront acceptés par tous. Et pour cela, donc, une technicité, une expertise mise à la disposition de ce processus électoral pour que tout se passe bien en 2023. La première responsable de la MONUSCO qu'accompagnait M. Dominique Sam, représentant pays du programme des Nations Unies pour le développement, s'est félicité de la réaction positive du président de la CENI, montrant sa détermination à aller dans le sens souhaité. La CIME en tournée dans les états-majors des partis politiques, en images les échanges au siège du Palou. Cette formation politique estime que les nombreuses crises politiques chez nous sont nées des cycles électoraux. Chimendondo. Conduite par l'imam Moussa Rachid, la délégation de la CIME a abordé avec le bureau du plus vieux parti politique congolais, encore en activité sur 2 champs, à savoir la persistance de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et les processus électoraux. Nous avons développé 2 thèmes. Le premier thème était autour de la sécurité sur le plan national. En deuxième lieu, il était question de discuter autour de la question sur le processus électoral. Le souhait ou la prière de tout le monde est de voir ces processus réussir, parce que finalement, toutes les crises politiques que nous avons depuis 2006 jusqu'à ce jour sont nées de conflits électoraux. La CIME, quant à elle, se donne la commission de consulter les forces politiques et sociales de la RDC pour réfléchir sur la situation sécuritaire du pays et la problématique du processus électoral pour les prochaines élections prévues en 2023. La situation sécuritaire dans le pays est menaçante. L'est du pays est en proie à de violences. Chaque jour que les gens meurent. Le processus électoral lui-même aussi n'arrive pas à réunir la même vision de toutes les parties prenantes. La délégation de la commission d'intégrité et médiation électorale a noté avec satisfaction le déroulement de discussions avec le Palou. Du soutien financier pour appuyer les activités du secteur agricole, mais aussi des activités connexes dans le même secteur. Il y a eu signature de contrat entre le ministère de l'Agriculture et une société américaine nommée Atlanta. La hauteur du financement, plus de 3 milliards de dollars américains, détaille Marthe Mangaza Kalala.
Ce contrat a pour objet de définir les conditions d'exécution du partenariat entre le ministère de l'Agriculture et la société Congo-SAF pour le développement des projets dans les secteurs agricoles et forestiers ainsi que les opérations connexes en République démocratique du Congo. Congo-SAF Holding Inc. est une société américaine basée à Atlanta, représentée par M. Edward Mildroitou. Il accompagne plusieurs acteurs au niveau international dans les conseils, la formation et le développement de projets avec une dizaine de méthodologies techniques dont les normes variables. C'est dans ce cadre qu'un contrat de partenariat pour le développement de projets dans le secteur agricole a été signé entre le gouvernement de la République, représenté par le chef de l'exécutif agricole en RDC, Désiré Nzingabiri-Onze, et la société Congo-SAF Holding, représentée par Edouard Mildroitou. Congo-SAF s'engage ainsi à offrir au gouvernement une garantie de financement des activités liées à la mise en œuvre de projets dans le secteur agricole et des activités connexes, des équipements pour les infrastructures nécessaires, des appuis en termes de renforcement des capacités et de garanties d'utilisation de la main-d'œuvre locale. Le gouvernement, pour sa part, facilitera à Congo-SAF les procédures administratives inhérentes à la mise en œuvre de cette convention. Congo-SAF va disponibiliser un montant de 3,4 milliards de dollars américains, dont 60% destinés au secteur de l'agriculture et 40% aux activités connexes. La redevance minière va permettre le financement des différents projets de développement communautaire. Elle est évaluée à 3% du chiffre d'affaires des recettes minières. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, a installé récemment les comités des organismes spécialisés. Nicole Sesep-Loka. Lualaba a constitué la première étape de la tournée du ministre des Mines Antoinette Samba Kalambay dans la partie sud-est du pays pour installer les comités des organismes spécialisés chargés de la dotation de 3% du chiffre d'affaires des ressources minières au profit des communautés locales. Au nom du gouvernement, la patronne des mines est déterminée à s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération. Antoinette Samba Kalambay s'est par la suite rendue à Lubumbashi dans le Haut-Katanga où elle a procédé à la même opération à l'hôtel Pullman Caravia. La dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières. Nous avions signé l'année passée un arrêté interministériel, mon collègue des affaires sociales et moi, pour la mise en place déjà du manuel de procédure. Et au mois de mai de cette année, nous avions signé l'arrêté nommant les animateurs qui vont gérer la dotation de 0,3%. Nous venons pour installer l'organisme spécialisé pour que nous puissions porter des projets de développement communautaire à impact visible. La RDC connaît depuis quelques années une croissance de ses activités minières, industrielles et autorisation d'exploitation des carrières permanentes. Voilà pourquoi la ministre des Mines tient à la participation des communautés locales dans les zones minières. Vers l'élaboration d'un nouveau plan décennal de l'Union africaine, les consultations nationales se tiennent à Kinshasa sur ce projet. Explication Peggy Mukunda. Évaluer la mise en œuvre du premier plan décennal 2014-2023 de l'agenda 2063 et élaborer le deuxième plan décennal 2024-2033, tel est l'objectif de l'atelier de consultation nationale du projet spécial de l'Union africaine. À l'occasion du 50e anniversaire de l'Union africaine, les États membres ont convenu de mettre en place une stratégie partagée communément appelée Agenda 2063 pour les 50 ans années à venir. Cet agenda devrait conduire à une croissance inclusive et un développement durable de l'Afrique d'ici à 2063. Et les consultations actuelles concernent spécialement au niveau continental. Et chaque 10 ans, il y a un plan décennal. Le premier plan décennal couvre la période 2014-2023. Donc ce plan va échoir l'année prochaine. Et les consultations actuelles, c'est pour évaluer ces premiers plans et voir comment élaborer les deuxièmes plans décennal. Donc ressortir les forces, les faiblesses du premier plan et comment on peut capitaliser les forces, les faiblesses, et les opportunités, les contraintes qui se sont
Pour le secrétaire général du plan, Daniel Epembe, la RDC constitue un acteur majeur dans la mise en œuvre de cet agenda 2063 en tant que l'un des premiers pays engagés dans les actions visant la domestication et l'internalisation de cet agenda africain. Les jeunes désœuvrés sont-ils éligibles à l'emploi? La BAD mûrit un projet pour le développement des compétences des jeunes en République démocratique du Congo. L'idée était en discussion hier au ministère de l'Entrepreneuriat. Mireille Ndeke-Silovondi s'engage à appuyer la RDC dans la lutte contre le chômage afin d'assurer l'autonomie des jeunes. C'est ce qui a justifié la tenue de cette réunion au ministère de l'Entrepreneuriat avec la délégation de la BAD section Kinshasa conduite par Raymond Bissong, expert en économie de développement, sous la direction du directeur de cabinet Justin Magala, représentant le ministre d'État en mission en présence du directeur général de l'ANADEC, Ezekiel Bidoya. Les deux parties ont ensemble analysé les différentes possibilités de résoudre cette problématique avec l'implication des acteurs concernés. Ce projet relatif au développement de compétences pour l'employabilité des jeunes désœuvrés en RDC a été salué par le gouvernement congolais qui fait de l'entrepreneuriat l'un des vecteurs de richesse pour le développement de l'économie nationale. Le gouvernement a demandé à la BAD d'appuyer le pays pour développer un nouveau projet en faveur des jeunes, surtout par l'entrepreneuriat et la formation professionnelle, la formation technique. La finalité du projet, c'est d'assurer l'autonomisation des jeunes, diminuer le taux de chômage et s'assurer aussi qu'on diminue le phénomène de pauvreté parmi les jeunes. Il était également question pour la BAD de recevoir des orientations claires pour la matérialisation du dit projet financé à hauteur de 65 millions de dollars américains pour une durée de 5 ans. Occasion saisie par le DG de l'ANADEC, Ezekiel Bidoya, de présenter les besoins clés pour la promotion des PME en RDC, notamment l'implémentation des incubateurs afin de permettre aux jeunes d'acquérir des connaissances entrepreneuriales pour devenir autonomes. Il s'est de noter que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mission de préparation du dit projet. Je l'ai annoncé en ouverture du journal, la RDC a adhéré depuis 10 ans à l'OADA. On en parle avec notre invité, le bâtonnier Jean-Claude Mbaki, au barreau de Kinshasa-Gombe. Rebonsoir. Bonsoir, madame. Alors, ça fait 10 ans que la RDC est rentrée dans ce cercle et vous comptez organiser une activité demain. De quoi s'agit-il? Qui sont invités et ça se tient où? Bien, merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je suis heureux de vous informer ce soir qu'à l'initiative du barreau de Kinshasa-Gombe, en collaboration avec la Commission nationale OADA de la RDC, il se tiendra demain au Fleuve Congo Hotel un colloque international sur les 10 ans d'adhésion de la RDC sur le traité OADA. Ce traité-là a été signé à Port-Louis, en Île-Maurice, depuis 1993. Oui. Et au cours de ces colloques, il y aura en fait un arrêt sur image où les experts venant de tous les domaines, n'est-ce pas, de l'activité des affaires vont discuter sur le bienfait de cette migration du droit ancien vers le droit OADA et voir si dans l'amélioration du climat des affaires, ces droits où la mise en application de ces traités et de ces actes uniformes a été bénéfique à la RDC ou pas. Très bien, donc c'est une sorte d'évaluation. Qui sont attendus? Y a-t-il des conditionnalités pour participer à cette rencontre de demain? C'est un véritable état des lieux, une autopsie véritablement effectuée par, d'une part, les avocats, qui sont les acteurs principaux, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ces traités, des actes uniformes. Et d'autre part, il y aura des magistrats, des banquiers, des huissiers, bref, tous les acteurs qui interviennent dans le droit des affaires. En fait, les conditionnalités, oui, il y en a bien entendu, parce que c'est quand même un colloque international. Il faut non seulement remplir les critères d'adhésion, payer, n'est-ce pas, le droit de participation, mais aussi attester qu'on a suffisamment de compétences en matière du droit des affaires pour participer à ces débats-là qui seront des débats de très haut niveau. Et puis, à l'issue de ces colloques, qui se déroulera du 15 au 16 septembre 2022, il y aura des conclusions, des résolutions qui seront prises
et qui seront destinés aux décideurs pour voir s'il faut poursuivre, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ces droits, ou il faut arrêter. Aussi, et ça c'est un élément capital, parce qu'en janvier 2023, la RDC va prendre la présidence du Conseil des ministres de l'ORADA. Donc, ce colloque sera, au fait, une projection déjà faite par la RDC de ce que sera sa responsabilité dans la conduite, n'est-ce pas, du Conseil des ministres de l'OADA. Merci Jean-Claude Baki pour cette annonce. Nous attendons justement les conclusions de ce colloque pour fouiner davantage et décider finalement s'il faut rester dans le cercle ou partir voir ailleurs. Merci et à très vite. Merci beaucoup. Poursuivons cette édition d'information avec les finances publiques. La dernière mission de l'IGF à la GECAMIN a produit les effets. Les retombées ont fait que la délégation syndicale est venue à Kinshasa pour remercier les responsables de l'IGF. Sur terrain de l'équipe dirigeante de l'inspection générale de finances aux installations de la GECAMIN dans le Haut-Katanga, les délégués syndicaux de cette entreprise publique sont venus encourager et remercier le chef de service de l'IGF de la réussite de sa mission sur les instructions données qui portent aujourd'hui les fruits voulus au sein de la GECAMIN. Un accompagnement de l'IGF qui du reste est salué par la délégation syndicale. Ceux qui pensent que l'inspection générale des finances est en train de déranger ou de gêner, non, c'est pas ça. Par contre, ils doivent l'accompagner, ils doivent l'encourager, ils doivent parfois même solliciter à ce qu'on fasse les audits financiers dans leurs entreprises. Un des représentants de la direction générale de la GECAMIN loue l'instauration d'une meilleure gestion grâce à l'IGF ainsi que l'éradication de la fraude fiscale. En qualité du représentant de la direction générale, je suis venu pour être ensemble avec la délégation syndicale pour dire un mot de remerciement à l'IGF pour avoir instauré la gestion la meilleure des finances. Comme voulu par l'inspecteur général de finances, chef des services Jules Alingueté, la priorisation et le paiement des avantages sociaux dus au personnel répondent aux vœux du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. La SONAS dispose désormais d'une cellule des questions des projets des marchés publics. Le personnel commis à cette cellule vient d'être outillé grâce à l'expertise de l'ARMP. Détail avec Monique Mavungu. Après la mise en place de la cellule de gestion des projets et des marchés publics, la Direction générale de la Société nationale d'assurance fait appel à l'expertise de l'autorité de régulation des marchés publics pour doter les cadres et agents commis à cette nouvelle cellule de la matière sur les procédures nationales de passation des marchés publics. Pendant 10 jours, les apprenants se sont attelés avec un grand intérêt et assiduité à découvrir les méandres des procédures de passation des marchés publics. Au nom du directeur général de la SONAS, Lucien Bonieme-Kofo, le directeur de la région Kinshasa-Ouest, Louison Minzeni, s'est dit confiant du travail abattu par les experts de la RMP. Nous avons la ferme conviction que les formateurs de l'autorité de régulation des marchés publics ont rempli fidèlement leur mission au point où nous ne pouvons douter un seul instant de recueillir les retombées des capacités ainsi renforcées au bénéfice des membres de notre structure technique appelés à réaliser les opérations relevant du domaine de la commande en toute responsabilité. Le chef de division des formations de la RMP se réjouit de l'aboutissement heureux de ces assises. Vous êtes désormais mieux outillés pour accomplir sans faille votre mission fondamentale, celle de conduire l'ensemble de la procédure de passation des marchés publics au sein de la SONAS SA. La SONAS SA ne ménage aucun effort pour assurer continuellement la formation de son personnel pour un meilleur rendement. Réforme et dissémination. Ce projet est soutenu par l'ONIFAM et CAFCO, un projet qui a pour objectif justement d'accompagner la femme dans son effort d'émancipation. Diane Balaka Betiamani. Le code de la famille révisé, le code du travail,
La loi sur la parité et tant d'autres textes nationaux qui soutiennent les droits spécifiques de femmes comme de personnes à part entière sont très méconnus dans la population. C'est dans cette optique qu'il faut placer cet atelier organisé à l'attention des leaders traditionnels, religieux et politiques en vue de renforcer leur capacité pour la conduite d'une série de causeries éducatives pour la dissémination du code de la famille. Sa Majesté Foumoudi Fima, président du CONATEC, explique. Une femme qui veut avoir un monde meilleur, elle se prépare à cela. Et donc, avant que la femme ne soit menée dans l'entrepreneuriat, notre devoir, c'est de ramener la femme à ses responsabilités. Elle qui est en fait le socle de l'éducation de la société. Une des oratrices a sensibilisé les chefs coutumiers sur ce que dit la loi et d'autres instruments juridiques sur la protection, promotion et égalité des chances de la femme dans la société. C'est dans le but de susciter leur adhésion à ces projets. On a entendu des femmes qui nous ont dit, écoutez, quand je reviens du marché par exemple, mon mari me dépouille de la recette du jour. C'est une violence. Comme c'est moi qui avais donné l'argent, elle travaille pour moi. C'est une forme d'esclavagisme qui ne dit pas son nom. Plusieurs jeunes ont pris part à cette activité et un acte d'engagement sera signé par les autorités traditionnelles pour traduire leur intérêt et leur engagement à accompagner le processus d'autonomisation des femmes. Cet atelier a été organisé par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en partenariat avec l'ONU Femmes. À Kinshasa et au Congo central, plusieurs femmes mariées ont attrapé des grossesses indésirables dans la période allant de 2020 à 2022. Une enquête menée dans certains ménages a permis aux équipes de la PMA à documenter les données. Les résultats ont été présentés aujourd'hui. Edith Chala, Patrick Kachala. Les politiques nationales et provinciales de planification familiale, il faut des données à jour et fiables. Dans le cadre du projet PMA, l'école de santé publique et l'université de Kinshasa, en collaboration avec l'université Hopkins, financée par la fondation Bill et Melinda Gates, ont mis en œuvre le projet PMA afin d'alimenter les révolutions des données qui guident les programmes comme celui de santé de la reproduction. L'atelier de ce jour a permis la diffusion des résultats des enquêtes qui offrent les informations sur le progrès et la compréhension de ce qui induit la dynamique d'usage des contraceptifs. Cet atelier est l'occasion, après débat, de jeter les bases des prochaines étapes. Nous avons présenté les résultats pour 2 provinces, parce que PMA ne produit les données que pour Kinshasa et Congo central. Pour Kinshasa, nous pouvons retenir qu'au début, entre 2014 et 2020, on a assisté à une augmentation de la prévalence contraceptive chez les femmes ici à Kinshasa. Mais entre 2020 et 2022, il y a quelque chose comme une stagnation. La prévalence contraceptive ne s'améliore plus. Le programme national de santé de la reproduction que dirige le docteur Anne-Marie Toumba est donc devant le challenge de maintenir cette dynamique régulière sur les terrains. Pour ce faire, le pouvoir public doit se mobiliser pour pérenniser ces enquêtes. La présence du premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou, peut être un motif d'espoir, lui qui représente l'autorité budgétaire. Regardez les enfants autour de vous. Ont-ils des taches blanches dans les yeux, un ventre bédonnant? Ce sont des symptômes de risque de cancer. Les médecins du département de pédiatrie des cliniques universitaires ont organisé une journée de sensibilisation pour pousser les parents à diagnostiquer leurs enfants. Emmanuela, commissaire Moukatou. Le cancer de l'enfant, une réalité en République démocratique du Congo, à l'exemple de ces enfants trouvés sur place aux cliniques universitaires de Kinshasa. Plus de 4000 enfants développent cette maladie dangereuse chaque année en RDC selon les statistiques des cliniques universitaires. D'où un diagnostic rapide et une prise en charge se veut donc nécessaire pour garantir la survie de ces enfants. Ces chiffres qui font froid au dos ont été révélés au cours de cette journée de sensibilisation organisée par le département de pédiatrie de cet établissement universitaire. Cette journée qui a réuni les parents, médecins et ces enfants cancéreux a été aussi marquée par une série de témoignages émouvants des parents dont les enfants souffrent de cancer. Un véritable chemin de la croix, ont-ils avoué. Ventre bédonnant, yeux avec des taches blanches, ce sont là les premiers signes qui se manifestent chez l'enfant, a expliqué le docteur Nguyoulou. Lorsque vous voyez un enfant qui a une tache au niveau de l'œil, mais vous devez vous en inquiéter.
Vous pouvez avoir des ganglions, dans des gonflements au niveau du cou. Il faut voir le médecin parce que ça peut être un rétinoblastome. 2 cliniques seulement en RDC prennent en charge les enfants atteints de cancer, telles que les cliniques universitaires de Kinshasa et celui de Lubumbashi, d'où cet appel à l'aide. Nous demandons toujours qu'il y ait un soutien à la prise en charge. Les cancers de l'enfant nécessitent une prise en charge que nous appelons pluridisciplinaire. Cette journée de sensibilisation coïncide avec la journée de l'enfant atteint de cancer dédiée durant tout ce mois de septembre, d'où l'appellation Septembre en or. Deuxième semaine de la rentrée de classe à travers tout le pays. À Luebo, grâce au partenariat avec l'UNICEF, les élèves ont retrouvé le confort dans les salles de classe, dans un coin où les enfants sont vulnérables avec des mariages précoces et l'attirance vers l'exploitation minière. Eugénie Dada-Chabagne. Tenons à exprimer nos vifs remerciements avec un grand plaisir et respect aux bailleurs des fonds IKID et UNICEF pour avoir appuyé notre école dans la réhabilitation parmi les 75 écoles. C'est l'expression de la joie de cet élève de l'épée Luebo de Kamonia, chef-lieu de Chikapa, de voir son école figurer parmi les écoles réhabilitées et équipées pour permettre aux élèves d'avoir accès à l'éducation de qualité. Les pesanteurs culturelles, notamment les mariages précoces et les manques de moyens financiers, ainsi que l'exploitation artisanale des diamants, constituent un frein réel à la scolarisation des enfants à Kamonia. Les statistiques de la province sur l'éducation indiquent que 57,6% des élèves fréquentent l'école. 11 filles sur 100 garçons. Beaucoup d'écoles ont été détruites suite au conflit ethnique Kamona-Sampo. Et bon nombre d'enfants traumatisés ont déserté l'école. La campagne d'inscription des enfants, filles et garçons à l'école, lancée par le vice-gouverneur Gaston Collet à l'épée Luebo, est une réponse à ces défis de la province du Kasaï. Cette campagne est organisée par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, avec l'appui financier de l'UNICEF et de l'UKID, l'agence de coopération britannique. Occasion pour les chargés de l'éducation de l'UNICEF Kananga, Richard Amani, de souligner que cette campagne qui vise à promouvoir l'inscription des enfants à l'âge scolaire insiste sur les filles. Pour l'hygiène de ces filles, les écoles sont dotées de latrines hygiéniques pour la gestion des menstruations, un numéro vert pour dénoncer les cas des abus sexuels, des fourrages ainsi que des potagers pour l'apprentissage de la nutrition. Le vice-gouverneur a exprimé sa gratitude à l'UNICEF et à l'UKID pour l'appui aux efforts du gouvernement de permettre à tous les enfants du Kasaï d'avoir accès à l'éducation de qualité. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la gratuité de l'enseignement primaire. Les prophètes, l'administrateur du territoire et les ministres de l'Éducation ont promis de bien garder ces infrastructures scolaires. La cérémonie a été agrémentée par le folklore Tchokwe. On termine par cet audit que vient d'effectuer l'OACI auprès de l'autorité de l'aviation civile. Dans ce reportage, Rodé Panda revient sur les domaines qui étaient concernés par cette évaluation. La mission d'audit de l'OACI, Organisation internationale de l'aviation civile, par l'entremise de l'autorité de l'aviation civile RDC. Cet audit entre dans le cadre des obligations qu'ont les États membres de cette organisation internationale d'évaluer leur performance par rapport à la mise en œuvre du taux de mise en conformité de normes et pratiques recommandées selon les exigences de l'OACI. Durant 2 semaines, les experts de la mission d'audit de l'OACI ont passé au peigne fin les 6 domaines de la supervision de la sécurité aérienne, notamment l'organisation de l'aviation civile, la législation aéronautique de base, les licences des personnels, l'exploitation aérienne, la navigabilité des aéronefs, les aérodromes et aides au sol. Le coordonnateur national de cet audit a félicité le directeur général de l'AAC RDC pour l'encadrement et l'abnégation avec un travail de titan réalisé jusqu'à l'aboutissement de cet audit. Les résultats de travaux de cet audit pourraient être connus dans les jours qui suivent. Et le ministre de tutelle, Chérimé Okende, a clôturé les travaux de la mission de cet audit de l'OACI en émettant le vœu de voir les 2 autres domaines non alignés, à savoir les enquêtes, accidents et incidents, ainsi que la navigation aérienne, pour qu'ils soient aussi audités dans les jours à venir. Ce, en vue de l'obtention du résultat global de tous les domaines pour le score
de la RDC quant au seuil exigé par l'OACI. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h Anita Luambois, demain 20h, Sandra Nianguitabou. Par l'OACI.